Bienvenue dans ce second épisode de Néon et Opale, une campagne originale pour Cult Divinité Perdue. Si vous n'avez pas écouté le tout premier épisode de notre histoire, nous vous recommandons d'en lancer la lecture. Néon et Opale traitent de sujets sensibles. Violences physiques et psychologiques, gore, violences sexuelles, consommation de stupéfiants et violences policières sont autant de thèmes qui pourront être abordés tout au long de cette campagne. Si ces thématiques sont pour vous une barrière à ne pas franchir, nous vous encourageons à arrêter là votre lecture. Au cours d'une descente nocturne, l'inspecteur Léon Castelli retrouve la trace de Sergei Dinarov, une figure sinistre étroitement liée à l'affaire qui le torture mentalement depuis maintenant une dizaine d'années. Alors qu'il traque sa cible, les choses vont prendre une tournure bien plus sombre et inexplicable que prévu. On se retrouve donc une petite dizaine de minutes plus tard, le temps que tu retournes à ta voiture. Donc l'opération s'est déroulée sans aucun accroc. Entrée, sortie, élimination au milieu. T'es toujours dans la détermination, j'imagine, de vouloir continuer cette nuit. Là, oui, normalement, j'aurais dû juste lui retirer des infos et me barrer. Mais là, en fait, l'info qu'il m'a donnée, c'est que Sergueï, il est là et il est à un endroit précis. Donc, j'arrive dans la bagnole, je souffle un bon coup et je me dirige vers Moreau Épave. Donc Moreau Épave, c'est effectivement une casse automobile. C'est pas exactement sur Paris même, on commence à en sortir petit à petit. C'est dans une espèce de semi-banlieue industrielle, comme il y en a plein à l'orée de Paris, dans lesquels il y a énormément de hangars inhabités, de locaux commerciaux, de garages, etc. Et tu sais accessoirement que c'est un endroit qui est assez couru par ce genre de personnes parce que c'est généralement très discret. Il te faut une petite demi-heure pour t'y rendre, où la nuit est déjà bien tombée. Tu sors sans encombre de Paris intramuros et tu traces sur le périph' de nuit, éclairé par les lueurs des réverbères qui encadrent l'autoroute. À quoi tu penses à ce moment ? En fait, vu que je pense à Sergueï, je repense au studio Dinarov et à toutes les saloperies qu'on a pu y trouver. En fait, je repense à ça pour me rappeler pourquoi je fais ça, en fait. C'est pas en vain que là, j'ai du sang jusqu'au coude et que je suis en train d'aller vers ce qui est probablement un rendez-vous de mafieux. Tu sais que Dinarov, c'est une des pires ordures t'aies jamais vues. Et déjà, quand il était chez les Ukrainiens, c'était une ordure. Le fait qu'il ait changé de camp et qu'il soit chez les Boutvagie, ça ne fait pas de lui une meilleure personne, bien au contraire. Et t'as le souvenir des heures et des heures et des heures de vidéos que t'as dû regarder dans le cadre de l'enquête, de toute la souffrance qu'il y avait à l'intérieur et de toute la souffrance que tu vis encore aujourd'hui. Ouais, j'imagine que t'appuies sur le champignon. La colère est méthodique. On va aller vite, mais on va pas les laisser entendre une bagnole arriver en trombe. Une fois que je commence à m'approcher de la zone, je ralentis le rythme et je laisse la bagnole un peu plus loin pour pouvoir y aller à pied, dans le noir. Là, l'objectif, ça va être, si possible, de capturer... Si possible, de ne pas éliminer Sergueï de suite. Parce qu'il faut qu'il parle d'abord. Il faut qu'il me donne des noms et il faut qu'il me donne des locations. Alors que tu roules assez rapidement en direction de la casse, tu entends ton portable vibrer dans la boîte à gants. Et il est tard dans la nuit. J'ouvre la boîte à gants et je regarde qui appelle. Valentin Bog. Je décroche. Il y a un petit silence tu comprends qu'en fait il doit être en train de se déplacer avec son portable comme s'il essayait d'être discret. Allô ? Qu'est-ce qui te prend d'appeler à cette heure-ci ? Est-ce que t'as 5 minutes, il faut que je te parle. Fais vite. Ok, je sais pas ce qui se passe, mais ça part d'en haut et je crois que Varel va te convoquer dans pas longtemps. Varel, c'est le nouveau chef de la brigade criminelle au Bastion. Tu lui as pas vraiment parlé jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a pris ses fonctions il y a vraiment quelques mois, vous êtes pas trop côtoyés, toi tu fais tes trucs, vous calculez pas vraiment. Tu sens que Valentin, à l'autre bout du fil, il est assez affolé. Qu'est-ce qu'il me veut, cet idiot, là ? Ça pue, Léon. Ça tombe comme des mouches dans les rues de tous les côtés depuis des mois. Apparemment, les Boutvagie préparent quelque chose et je sais pas. J'ai entendu ton nom dans une conversation au détour d'un couloir et j'ai voulu t'appeler de suite. Il faut certainement demander de refaire un raid sur un de ces cons. Enfin, y a aucune raison de s'inquiéter. Je le sens pas, Léon. Tu sais comment ils sont. Il y a des choses qu'ils nous cachent et fais gaffe, d'accord ? Ouais, t'en fais pas. Est-ce qu'on peut se voir, je sais pas, bientôt ?
J'aurais besoin qu'on parle face à face. Je te rappellerai. Et je raccroche. Comment tu te sens en entendant tout ça? En fait, j'essaie de voir si c'est pas en lien avec ce que je suis en train de faire là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des soupçons qui commenceraient à arriver et on me convoquerait pour ça? Même si je pars du principe que s'il y avait vraiment des soupçons, on me convoquerait pas. Je sais que Valentin, il a tendance à la paranoïa. Moi, je reste un des agents assez performants de la brigade, même si j'ai un peu levé le pied depuis quelque temps. Ça me semble pas complètement incohérent que si les rues bougent et que du côté des hautes instances, ça veut lancer des opérations, ça me semble pas complètement incohérent qu'ils viennent me voir, quoi. Donc du coup, j'essaie de me convaincre de ça. Au début, je rumine un peu ça, et en fait, très vite, je me dis bon, que en fait, c'est pas le moment. Il y a des choses plus urgentes à faire. Et en fait, surtout, ça, c'est un peu mon ancienne vie, en fait. Au pire, on me fera chier, mais c'est pas grave, quoi. Ce qui compte, c'est ce que je vais faire là. Et j'ai pas à me prendre plus la tronche que ça sur cet appel, quoi. Tu peux pas t'empêcher malgré tout, alors que tu t'arrives tranquillement à la Casse Moro dans la nuit noire, qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu saurais pas dire quoi, mais t'as une sensation de malaise que t'as pas ressenti depuis au moins 8 ans, qui est en train de monter doucement dans ton estomac. Et au moment où tu ressens ce malaise-là, tu fais face à la Casse Moro. T'es entouré en fait de grands containers abandonnés. Il y a des hangars commerciaux de partout, donc tu parviens sans mal à te garer entre deux hangars dans le noir complet, là où on peut pas voir ta voiture et on peut pas te repérer toi. Et t'as une bonne vue en fait sur cette casse qui fait vraiment face au quai de Seine directement. Tu vois donc ce grillage en métal. La surface est un petit peu plus grande que chez Romain. Tu vois vraiment cette espèce de cimetière de carcasse avec au centre un bâtiment un petit peu au centre. Tu vois qu'il y a une personne qui patrouille devant. T'as vraiment la sensation que c'est tellement excentré qu'à ce stade-là, on n'a rien à foutre de se cacher ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin parce que tu vois que l'homme en question a un fusil d'assaut entre les mains. Il y a autre chose que tu remarques qui attire ton attention, c'est que pendant que tu es en train de regarder la casse fixement, t'es tellement fixé sur la casse jusqu'à ce que tu entendes quelqu'un toquer à la portière de ta voiture. Au niveau du siège passager, t'as pas vraiment vu d'où cette personne venait, t'as juste capté qu'il y avait un son grincement comme des roues en fait. Tu te tournes, j'imagine. Alors, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais sortir le couteau de chasse. J'ouvre légèrement, mais genre très très peu, le haut de la fenêtre. Tu fais face en fait à un homme dont tu n'arriverais pas à calculer l'âge. Son très détendu et bonhomme, hein. Il est un petit peu émacié, même si tu as du mal à voir son visage sous une épaisse barbe grisonnante. Tu vois qu'il a de longs cheveux blancs qui sont cachés par un bonnet. Il a les yeux très clairs. Tu vois qu'en fait c'est un sans-abri. Le son des roues que tu entends, c'est une espèce de caddie qui pousse devant lui. T'étais tellement concentré en fait sur la casse que t'as vraiment pas capté qu'il était là. Il regarde à travers la fenêtre il te fait un sourire et il te demande d'une voix très posée. Est-ce que vous auriez une petite pièce, s'il vous plaît? Alors déjà, je m'en veux de pas l'avoir entendu, parce que c'est pas normal. Je cherche dans la boîte à gants, l'enveloppe là où il y a du pognon, et je lui sors au pif une grosse liasse de billets, et je lui tends par le haut de la fenêtre en lui disant je te donne ça, mais tu t'en vas. Il récupère lentement les billets, il les regarde, il fait vraiment pas attention au fait que la somme que tu lui donnes est vraiment extravagante. Dieu vous bénisse, mon ami. Dieu vous bénisse. Il plie précautionneusement les billets, commence à s'en aller. En fait, tu vois que son caddie est bizarrement bien rangé. Il s'enfonce en fait dans la nuit, petit à petit, tu vois qu'il commence à partir dans l'angle et t'as le temps de voir qu'en fait, il y a des tas de couvertures qui sont extrêmement bien pliées. Il y a des sacs plastiques dont tu supposes qu'ils contiennent de la nourriture. En fait, il a des espèces d'armes de barres en métal qui sont fixées sur son caddie et il y a plein d'icônes religieuses, des crucifix, il y a des icônes de saints. Tu vois qu'il y a une petite chaîne avec une Bible qui est accrochée. T'entends à peine le grincement de ses roues et il semble presque disparaître au coin de la rue. Je referme ma fenêtre et je me dis que bon, il était bizarre ce vieux monsieur, mais bon. La rue, ça abîme les gens. Et du coup, je me remets à mon observation, sauf que cette fois-ci, je vais sortir de ma bagnole et je vais grimper sur un des deux containers qui jouxtent ma bagnole et essayer de regarder en fait avec la lunette du fusil d'assaut
au niveau de la décharge si je vois plus de gens que le gars tout seul. Est-ce que tu dirais que tu observes une situation du coup? Absolument. 16. Deux questions à me poser, je t'écoute. Combien ils sont, en tout cas combien j'arrive à en voir depuis ma position. T'arrives à voir sans aucun problème qu'il y a, en plus de la personne qui patrouille devant l'entrée, donc qui vraiment longe l'avant de la casse, tu vois que dans l'espèce de petite dédale qui est formée par les épaves de voiture, il y a 3 autres personnes. Tu vois qu'elles sont toutes armées de la même façon. Par contre, c'est assez mal éclairé dans la casse elle-même. Du coup, elles se repèrent avec les lampes torches qui sont attachées à leur fusil d'assaut. Sans que c'est déjà des gens qui sont un petit peu mieux entraînés que les petites frappes que t'as massacrées à l'hôtel sans aucune difficulté. Quelle est ta deuxième question? Deuxième question, c'est est-ce que je vois leur véhicule? Tu vois qu'en fait, de l'autre côté de la casse, il y a un SUV en fait qui est posté là, et c'est certainement avec ça qu'ils sont arrivés ici. En profitant de l'obscurité et du terrain, je vais essayer de m'approcher du SUV justement. Pour moi, pas besoin de faire un jet pour ça, tu profites de l'obscurité, tu zigzags entre les lampadaires. Quand je vais ouvrir le capot du SUV et je vais en fait saboter le véhicule. Genre je vais couper l'huile, je fais en sorte que le truc puisse pas redémarrer en fait. Peut-être je coupe l'huile ou alors si en me mettant sous le véhicule je vois le réservoir d'essence, j'y mets un coup de chlasse pour que l'essence se vide, mais voilà, je fais en sorte que le véhicule soit immobilisé. Tu vas me faire un jet d'Act Under Pressure s'il te plaît. 19. Tu soulèves le capot du SUV sans un bruit. Tu déclenches pas l'alarme, ce qui aurait été une conséquence logique de cette action. T'enlèves tes bougies, tu flingues complètement l'arrivée d'essence. À ce stade-là, c'est impossible de faire marcher ce véhicule. Alors la suite, il y avait qu'un seul gars qui patrouillait à l'entrée. Du coup, en fait, je reviens là où il était plus ou moins et je vais essayer d'attendre en fait qu'il me passe pas trop loin et le faire disparaître entre deux bagnoles ou entre deux containers et pareil l'égorger proprement. Pour moi, ce sera un jet de violence du coup. 19. Tu vas me décrire ton action du coup exactement. Bah du coup en fait ce que j'avais fait c'est que je m'étais rapproché donc de son espèce de chemin de ronde qu'il avait eu l'air de faire et à ce moment-là je me cache en fait derrière un des containers présents. Je retiens comme il faut ma respiration, tel l'horrible prédateur que je suis devenu. Et au moment où en fait je le vois me dépasser, je profite du fait qu'en fait il fait nuit noire et qu'on ne me voit pas. Je rattrape la distance entre lui et moi, donc c'est 1 mètre ou 2. Et en fait, comme dans l'hôtel, en fait, je l'attrape par l'épaule, je le tourne, et en fait, au moment où je le tourne, je lui ouvre la gorge d'un geste net et précis. Et comme ça, en fait, ça me permet de récupérer son cadavre qui va du coup tomber vers moi, étouffer les bruits de gargouillis qu'il pourrait faire dans mon épaule, et l'amener au sol gentiment. T'as juste le temps d'entendre un... Tu sens le sang chaud se déverser sur ton dos quand tu rattrapes le cadavre. Ce qui va se passer, c'est que je lui récupère sur lui, s'il a des munitions ou quoi, je récupère. Et je récupère son arme que je fais passer autour de mon autre épaule, en fait, que j'ai du coup, voilà. Et alors la suite, ça va être d'essayer, en fait, d'escalader le grillage du côté le plus éloigné des 3 gardes que j'ai vus qui déambulaient dans cette espèce de labyrinthe d'épaves. Et en fait, essayer de prendre le chemin le plus éloigné d'eux pour justement grimper en fait sur les épaves et grimper sur le grillage et prendre un peu de hauteur pour essayer de voir si je peux les voir depuis le sommet des épaves. Ça reste assez risqué, on va pas se mentir, donc je vais te redemander un jet d'Act Under Pressure pour vérifier que tu fais bien pas de bruit et que tu ne te fais pas repérer. 2d10 plus de 13. Tu réussis à escalader les épaves. Ce sur quoi tu n'avais pas compté, c'est qu'au moment où tu te retrouves sur l'épave et que tu surplombes le grillage, tu vois qu'un des gardes est juste en dessous de toi, en train de s'allumer une cigarette, et il relève la tête vers toi. T'as une fraction de seconde pour réagir. Je me laisse tomber dessus, façon voilà, pirate, et en fait je lui tombe dessus en espérant que je l'emporte dans la chute, et une fois qu'il sera au sol, là je pourrais prendre l'avantage que j'ai, vu que je serais littéralement tombé sur le coin de la gueule. Pas de soucis. Eh bah, ce sera la violence alors. On choisit toujours la violence. Ouf.
Ah, il arrive. Le 7. Pas de bol pour toi en fait. Visiblement ses réflexes sont surhumains. Tu te jettes sur lui, il encaisse en fait ta chute, c'est-à-dire qu'il te réceptionne, vous commencez à rentrer en lutte. Tu vois que dans la lutte, il essaie de se dégager de dégager sa tête pour hurler en fait. Je te laisse encore un petit act under pressure pour reprendre le dessus. 16. Tu réussis en fait à lui éclater la tête au sol, qu'est-ce que tu fais? Je lui enfonce la lame dans la gorge. Je te demande pas de faire de jet pour ça parce qu'il est vraiment à ta merci. Par contre, le truc c'est que malgré toutes les précautions que t'as prises, il y a quand même eu un fracas assez intense de ton côté. Du coup, tu commences à entendre des voix parler en albanais. T'entends le son d'une calèche qu'on charge et t'entends des bruits de pas arriver très vite derrière toi. En fait, en face de toi, t'as un petit couloir qui est composé d'épaves. Tu vois au coin la lueur d'une lampe en fait qui commence à se rapprocher. Une seule? Ou il y en a les deux? T'as entendu deux voix parler, tu vois qu'une seule des lampes arrivait pour l'instant. Je ramasse l'arme du mec par terre, je me cale contre les épaves à l'angle en fait de l'espèce de couloir d'où le mec est censé arriver. Je me mets à genoux et je m'apprête à tirer. En fait j'attends que le mec passe en fait devant moi pour lui mettre une rafale dans le dos. Pour moi ça va être combat, vu que t'es vraiment à l'angle et en couvert et qu'en plus il arrive vers toi, je t'autorise un petit +1. Ah, c'est un 7. Tu vois ce garde en fait qui éclaire le corps de son ancien collègue allongé dans l'herbe. Tu le vois te dépasser. Au moment où tu t'apprêtes à tirer, t'entends un cloc et il se tourne vers toi. On va tenter le rapide comme l'éclair. L'idée ça va être de profiter du moment où il se tourne et qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière lui pour en fait me lever d'un coup et lui mettre utiliser le fusil comme une masse et lui mettre un grand coup de la calage de son pote dans la gueule. Pas de soucis. Tu vas me faire un jet de combat s'il te plaît. Du coup 2d10 plus 3... On est à 17 pour mon rapide comme l'éclair du coup. T'as juste le temps de réagir, t'entends un craquement au niveau de la tempe et l'homme s'effondre en un cri dans l'herbe. Le seul problème c'est que t'es éclairé de plein fouet par la lampe de second garde qui te fait face. Mais du coup, vu que j'avais rapide comme l'éclair et que j'ai 3 options, j'utilise la vitesse aveuglante pour poursuivre l'assaut. Et du coup, j'ai éclaté la gueule de l'autre, je laisse partir l'arme dans le même mouvement, et je me tourne et je sors les 2 Beretta et je fais feu. Ok, ça te demandera quand même un jet de combat s'il te plaît. Donc du coup, 2d10 plus 3... On est à 13. Donc dans cette espèce de magnifique balai de mort que tu viens de faire, je veux bien que tu décrives ton action exacte et je te donnerai les conséquences. J'ai du coup éclaté le fusil dans la tempe de l'autre. Le métal s'est légèrement tordu, rendant définitivement inutilisable cette arme idiote. Je profite du mouvement pour lâcher l'arme et en fait à ce moment-là je vois que la lumière m'éclaire dans le dos. Je comprends qu'il y a un mec derrière moi. Et du coup, en fait, je profite de l'élan du coup pour me tourner et lui faire face vraiment, genre je bouge pas, je suis face à lui. Je sors et en fait, dans le mouvement, je sors les 2 Beretta et je commence en fait à tirer comme un sourd en visant sa personne. Et pour lui mettre un coup de pression, j'avance droit sur lui en hurlant. Dans ta rage, en fait, tu te tournes vers lui, tu commences à vider tes chargeurs et il a tout juste le temps de se rabattre dans l'angle pour se protéger, en fait. Et t'avances vers lui en tirant. Le seul souci avec ça, c'est qu'il a l'occasion, en fait, de répliquer instantanément. Ce qui fait que au moment où, en fait, il y a une petite accalmie, tu te retrouves quasiment à l'angle et il attendait exactement ce moment-là pour se tourner vers toi et lâcher une rafale. Tu vas me faire un jet de Avoid Harm, s'il te plaît. Du coup, avec le Kevlar, ça passe à 16. T'arrives vers lui et t'es vraiment plus près qu'il ne le pensait. Il prend peur, il lâche une rafale, tu sens une balle s'enfoncer dans ton Kevlar mais qui ne traverse pas. Du coup t'es juste en face de lui en fait. Ça t'énerve un petit peu. Tu peux relancer un jet de combat si tu le désires. C'est exactement ce que je vais faire. 14. Moi du coup dans l'idée que j'avais, c'était que vu qu'il est juste à côté, avancer, faire encore un pas vers lui, essayer de coincer l'arme, le canon de son arme sous mon bras et de lui coller en fait une bastos à bout portant dans la poitrine. Moi j'ai pas de problème avec ça, pour moi ça me paraît logique, bien que tu sois un peu en dessous du... Oui, c'est pour ça que voilà.
Non, mais c'est pas un problème. Enfin, ça me paraît plutôt logique vu que tu t'es rapproché, que t'as réussi à esquiver un dommage plutôt conséquent. T'as très bien réussi ton jet, donc pour moi, t'es vraiment à bout portant quasiment. Ce que ça va donner par contre, c'est que tu vides le chargeur qui était resté dans un de tes Beretta. Tu perds complètement en chargeur. Ok. Du coup, tu exploses le crâne de ce gangster. Alors maintenant qu'il y a une micro-accalmie, je recharge les Beretta. Je me saisis de la calache du premier idiot et je fais un tout droit en fait vers l'espèce de petite cabane qu'il y avait parce que je suppose que c'est là qu'il y a Sergueï. T'es vraiment en pleine accalmie, t'as le son des coups de feu qui t'a pénétré le crâne et qui commence à baisser un petit peu, t'as vraiment la tension qui retombe, tu sais pas vraiment s'il reste quelqu'un au niveau du bâtiment en question. Tu traverses assez facilement en fait la casse pour te retrouver en fait face à ce qui semble être un atelier en fait, dont t'as vraiment accès à cet atelier, tu vois plein de cartons posés les uns sur les autres. Il y a un petit escalier en métal au fond, tu vois pas de menace apparente. Du coup, j'ai l'arme prête à tirer et je m'engouffre dans l'atelier. J'essaie de checker un peu à la militaire tous les angles à chaque fois que je passe devant et je fais un tout droit vers l'escalier parce que je me dis qu'il doit être là-haut. Quand tu rentres à l'intérieur, c'est toujours cette odeur d'huile qui te pénètre les narines. Il y a un néon blanchâtre qui illumine complètement la pièce de manière ultra crue, donc du coup tu vois tout parfaitement bien. Et donc cet escalier en métal qui en fait, il n'y a pas vraiment d'étage. En fait c'est une espèce d'escalier qui mène à un bureau en hauteur et des vitres sans teint qui donnent directement sur le garage et probablement vers l'extérieur. Tu vois souvent comme ça dans plein de garages, t'as ce truc où tu montes. Il te faut pas beaucoup de temps pour y arriver, t'es encore sous le coup de l'adrénaline et tu montes assez rapidement les escaliers. Avec le fusil bien devant, prêt à récupérer toute menace, et du coup je gueule Sergueï. En fait je gueule juste pour voir s'il y a une réaction surtout, et si ça peut lui faire peur. C'est ce qui te surprend un peu, c'est-à-dire que tu captes qu'il y a un silence de mort. Malgré l'agitation que tu viens de créer, malgré le foutoir que tu as mis, malgré les cris, malgré les rafales, il y a vraiment un silence super épais qui te met limite mal à l'aise parce qu'au moment où tu hurles le nom de Sergueï, t'as zéro réponse. Et alors que t'es en train de monter les escaliers, t'arrives au niveau de la porte. T'as pas moyen de voir à l'intérieur parce qu'effectivement il y a des vitres mais elles sont sans teint, c'est-à-dire que tu vois vraiment du noir. T'arrives au niveau de la porte et en fait t'avais pas capté sur le coup mais tu vois qu'il y a du sang qui est en train de couler dessous. Je défonce la porte et je me prépare à tirer au besoin. Tu enfonces la porte d'un coup de pied, elle s'ouvre en grand sur un bureau plutôt en foutoir en fait. Il y a des piles de papier partout, tu vois d'autres cartons qui sont un peu les mêmes cartons que ceux que tu vois depuis le début de notre aventure, donc qui contiennent des poches en craft qui elles-mêmes contiennent de la Vegima. Mais c'est pas ce qui te frappe en fait à ce moment-là. Le premier truc qui te frappe, c'est l'odeur du sang qui emplit complètement la pièce. Ça te prend aux narines dès que tu ouvres la porte comme si l'odeur avait été consignée dans la pièce depuis un moment. La seconde chose qui te frappe, c'est que tu vois Sergueï Dinarov, mais tu ne penses pas que tu pourras récupérer des informations de sa part ce soir. Le corps de Dinarov est suspendu au plafond du bureau par des câbles en acier qui sont eux-mêmes reliés à des crochets qui sont enfoncés dans la peau de son dos. Tu vois que ses lèvres ont été coupées, laissant juste une espèce de sourire torve apparaître sur son visage. Et tu vois qu'il a plusieurs incisions le long de son corps qui dégoulinent de sang. Et en fait, le sang coule sur le bureau sous lui et se déverse lentement dans la pièce. Tu penses pas que ça date d'il y a très longtemps? Je rentre quand même dans la pièce et je fais le tour comme ça avec l'arme pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Parce qu'en fait, du coup, là, pour le coup, ça me paraît bizarre parce que, bon, soit il s'est fait punir par la mafia en mode, voilà, exemple, mais du coup, pourquoi et comment, enfin, comment si, mais pourquoi, du coup, ça me paraît étrange. Sauf qu'il y avait des gardes. J'essaie de voir s'il n'y a pas une autre personne dans la pièce. Est-ce que tu veux observer la situation? Yes. Allez. 9, je vois rien. Je peux te poser une question. Bah, la question c'est est-ce que je suis tout seul dans cette pièce? Oui.
Je commence à essayer de fouiller le bureau. En fait, je cherche des adresses, je cherche des noms. Je cherche n'importe quel document qui pourrait me donner des noms de leaders des Bouvachi, ce genre de choses. En te rapprochant du corps de Dinarov, tu captes qu'en fait, non seulement ses lèvres ont été genre tranchées, vraiment comme si on avait retiré toute cette zone-là avec un objet très tranchant. Tu captes aussi que ses paupières ont subi le même sort. Donc du coup, quand tu t'approches, t'as la sensation qu'il te suit du regard. Tu sais qu'il est mort parce que ses yeux sont vitreux au possible, mais il pourra jamais s'arrêter de regarder dans l'éternité. Il y a énormément de tonnes de papier. Il y a un vieil ordinateur avec un écran pas cathodique mais presque qui est posé là. Il y a un carnet qui est posé, un carnet en cuir relié qui est posé juste à côté de l'ordinateur. L'ordinateur, je suppose que personne ne l'utilise, c'est une antiquité. Donc du coup, je vais voir dans le carnet. En fait, je récupère le carnet et j'essaie de rapidement feuilleter, voir si c'est un carnet, genre un vieux carnet qui traînait là, ou si c'est un carnet avec des noms de gars ou des adresses, ce genre de trucs. T'as l'impression que, en fait, quand tu t'ouvres le carnet, c'est écrit en russe. Je ne parle pas le russe. T'as l'impression que c'est un carnet qui est utilisé fréquemment, cela dit. Du coup, t'aurais du mal à savoir de quoi ça parle, mais il y a des numéros. Tu feuillettes rapidement jusqu'à arriver aux dernières pages, tu vois qu'il y a des notes avec des points d'exclamation, des flèches, des choses qui sont soulignées, et plein de numéros. En fait, tu as l'impression que c'est vraiment une liste. Et tu pourrais supposer que ce sont des noms et des numéros, mais tu sais, ça ressemble pas à des numéros de téléphone. Bah du coup, je fous le carnet dans une de mes poches et j'essaierai d'étudier le russe. J'essaie de voir par acquis de conscience ordinateur, j'essaie de voir si en appuyant sur le clavier il se passe des trucs, mais T'entends une vibration, comme un téléphone qui sonne. Dinarov, en fait, il y a son téléphone portable qui est posé sur le bureau couvert de sang. T'avais pas vraiment remarqué jusqu'à présent. Et tu vois qu'il vibre, et il y a un tel silence en fait dans la pièce que t'entends vraiment que la vibration qui prend tout l'espace. bah je décroche. Il y a un silence très pesant au moment où tu décroches. Tu reconnais en fait l'espèce de friture qu'il peut y avoir quand quelqu'un utilise un logiciel ou une application pour dissimuler sa voix. Et t'entends une voix très grave qui te dit « Bonsoir, Rouchko. Et à qui ai-je l'honneur? Tu n'as pas besoin de prénom pour l'instant. Je tenais à te dire que je suis un très grand amateur de ton travail. Pourtant je suis en train de mettre à genoux votre organisation. Qui te dit que je fais partie de cette bande de cloportes? Si t'as le numéro d'Inarov, c'est que t'es un proche de lui, donc... Ou au moins un de ses semblables. Si tu te tournes légèrement sur ta droite, tu pourras contempler mon travail et mon œuvre. J'espère que tu as su l'apprécier à sa juste valeur, toi qui aimes tant provoquer la mort dans les rangs des Udvachi. Effectivement, sur ta droite, pendant que tu vois le cadavre de Dinarov. Écoute-moi bien, je sais pas quel genre de pervers tu es, mais toi et tous les autres, je viens pour vous. Tu peux garder ton nom pour toi si t'en as envie. Ce que t'as fait à Dinarov, ça me fait ni chaud ni froid, mais juste garde bien en tête que je viens pour vous. Non, Ushko. C'est moi qui viens pour toi. Je t'attends. Je balance le portable. Tu balances le portable, ça a pas raccroché. T'entends juste de l'autre côté la voix qui... Tic-tac, tic-tac, Ushko. Je te conseille de partir assez rapidement. Je pense que tes collègues ne vont pas tarder à débarquer. Du coup, je me casse. En fait, au moment où il te dit ça, t'entends très loin, mais très très loin des sirènes de police. Moi, je me barre au pas de course jusqu'à la bagnole et je me taille en prenant quitte même à prendre une route qui m'éloignerait de Paris pour après revenir, mais je me barre. Tu sors précipitamment de la casse et t'as la sensation en fait que le rire de la personne que t'avais au téléphone te poursuit à travers la casse quand tu la traverses. Même si tu l'as plus au téléphone, même si tu l'as plus au bout du fil, t'as la sensation qu'il est juste derrière toi en train de rire à ton oreille. Au moment où tu sors, en fait t'as le malheur d'apercevoir que genre ils sont loin, très loin. Il y en a bien pour quelques minutes avant qu'ils arrivent, ce qui devrait te suffire à partir. Mais tu vois qu'en fait, il y a des voitures de police en fait. Tu vois la lueur des gyrophares à travers les routes un petit peu plus loin. T'entends les sirènes. J'ai le temps d'arriver à la bagnole et de me barrer ou ce sera trop juste? Tu peux me faire un jet d'Act Under Pressure pour rejoindre ta voiture. Ou tu peux me faire un jet d'Observe the Situation pour repérer quelque chose qui n'est pas loin de toi.
Ah, j'ai plus de chances de réussir un act under pressure. 12. T'as tout juste le temps d'arriver vers ta voiture. Tu vois presque les gyrophares qui sont au niveau, qui arrivent au niveau de la cage. Tu sens que tu vas devoir décoller pied au plancher. Et au moment où ça arrive, t'entends un toc 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 familier au niveau de ta fenêtre. Non, mais j'ai pas le temps, je démarre. Tu vas me refaire un test Act Under Pressure, s'il te plaît. 17. Comment tu t'y prends? Je pars du principe que tu réussis à décoller pied au plancher et à semer la police à une vitesse. Déjà, en le faisant, je balance un coup d'œil dans le rétro, voir si c'est encore le vieux fou. Tu vois effectivement le sans-abri que je te décrivais tout à l'heure, qui lève la main comme ça et qui te fait un coucou. J'ai un petit sentiment que ce vieux con il pue la merde et qu'il va falloir que je le retrouve. Mais je garde ça dans un coin de ma tête et j'accélère sans allumer les phares, sans rien, histoire de mettre le plus de distance possible. Et une fois que je serai sûr que les keufs peuvent plus me voir, là je commencerai à ralentir le pas et à m'approcher. Ils ont vu la bagnole se parer ou Ils ont même pas eu le temps. Ils ont même pas eu le temps. Tu t'as tracé sans phare dans la nuit. Bah du coup je n'abandonne pas la bagnole. Du coup voilà, je vais me foutre dans des ruelles un peu à la con comme je fais d'habitude de Paris. Je fous tout dans le double fond de la bagnole, je la ferme et j'essaye au mieux de nettoyer le sang sur mon visage et sur mes mains avec des petites lingettes de bébé dans la boîte à gants. J'ai j'ai 2-3 paquets de ces saloperies. Je sais que ça nettoie pas forcément tout, mais ça fait le gros œuvre, on va dire. Comment tu as senti cette expédition? Bah écoute, l'excursion a commencé, on va dire, comme prévu, comme n'importe quelle excursion habituelle dans les rues de Paris. Donc on a chopé une petite frappe, on l'a fait parler, classique. Et là où ça a un peu dérapé, c'est avec Sergueï. Du coup, ils n'arrivent pas à savoir si en fait Sergueï s'est fait punir par la mafia ou si les 4 gardes et la personne qui ont buté Sergueï font partie d'une autre organisation. Donc là, il y a déjà ce premier doute. Autre truc qui fait un peu chier Léon, c'est que Sergueï était mort. Donc du coup, il n'a pas pu parler. Consolation tout de même, il y a un carnet avec ce qui a l'air d'être des numéros et des noms. Et l'autre chose qui par contre vient lui gratter l'arrière de la nuque, c'est le clodo. Parce que autant la première apparition du clodo, il s'est dit que bon, c'était juste un clodo et qui voulait du pognon. La deuxième apparition, elle est suspecte parce que y a ce mec-là qui l'appelle avec un modificateur de voix, quelqu'un qui savait qu'il était là parce que les flics ont été appelés et qu'en plus il l'a appelé par son surnom. Donc c'est quelqu'un qui savait pertinemment que Léon était là. Et du coup, il se demande si le clodo serait pas le fameux quelqu'un qu'il aurait eu au téléphone et qui, du coup, il serait peut-être d'une manière ou d'une autre lié à l'organisation. Et du coup, il y a ça où il se dit il faudra peut-être aller gratter de l'histoire du clodo là, parce que le fait qu'il soit revenu taper alors que les keufs arrivaient, etc., c'est pas un comportement de clodo normal. Les clodos, généralement, quand ils entendent des keufs arriver, ils s'en vont. Donc il y a un peu ça qui se bouscule dans sa tête. On va ellipser sur l'arrivée de Léon chez lui. Et j'aimerais bien que tu me décrives l'appartement de Léon. Il habite maintenant dans un espèce de vieil appartement un peu pété d'un des arrondissements, pas forcément les moins chers, mais voilà, un arrondissement parisien où il faut pas un rein pour pouvoir y habiter. Et en fait, surtout, maintenant, il a un peu choisi l'appartement pour des côtés pratiques. En fait, c'est un appartement qui a des escaliers de service faciles d'accès. C'est un appartement depuis lequel il voit très bien la rue. Et sinon, l'appartement, en fait, c'est vraiment le cliché de l'appart du keuf de film noir. La clope et l'alcool en moins, parce que du coup, il fume pas et il boit pas.
Mais voilà, c'est un espèce de truc où rien n'est là pour être beau, tout est utilitaire. L'appart est même un peu crasseux parce que c'est un immeuble qui est très très vieux. Et voilà, c'est quelque chose de très petit et très bordélique et et un peu comme on pourrait imaginer voilà, les apparts de keufs, de films noirs avec des dossiers partout. Rien de beau, juste du très utilitaire. Et son armement posé dans un coin. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu rentres dans cet appartement somme toute très spartiate? Yes, bah, il va fermer la porte à double tour derrière lui. Et il va aller se laver. Il va enlever son manteau de tueur en série. Et en fait, il enlève tout son barda là, de tueur. Il planque ça très probablement dans une bouche d'aération de l'appartement qu'il a savamment défoncé. Il va essayer de retirer les dernières traces de la nuit. C'est quoi la routine mentale de Léon quand il fait ça? Est-ce que c'est un costume qu'il enlève? C'est quoi? C'est pas tant un costume qu'il enlève qu'un costume qu'il remet. Maintenant, sa vie de flic, c'est elle la mascarade qu'il faut faire durer et pas le reste. Donc du coup, c'est là au contraire, c'est plus il faut retourner dans le rôle de Léon le keuf de presque 50 balais qui est divorcé avec un gamin qui a des mauvaises notes à l'école. Et en plus de ça, il y a des emmerdes au taf. Et ça, en fait, c'est assez compliqué de revenir dedans parce que c'est très très loin de ses préoccupations premières qu'il a. Du coup, sont le carnet, le clodo, Sergueï, pourquoi, comment, voilà. Mais du coup, il essaye un peu de mettre ça de côté pour recompartimenter un peu son quotidien. Quand tu, te poses, après t'être, lavé, restauré et que je sais pas si tu t'installes sur une chaise ou dans ton lit ou, Ouais, cette espèce de lit, canapé. quand tu, te poses sur ton lieu de sommeil, on va l'appeler comme ça pour être clément, tu la notification du message d'Audrey qui est resté là puisque tu ne l'as pas ouvert. Comment tu réagis, Ça ramène à ce qu'on disait quand il avait vu la première fois que c'est le pire des gars, mais que du coup, il y a quand même, il faut que quelqu'un le fasse. Donc du coup, c'est un mal pour un bien en fait. Enfin un bien, voilà, c'est un mal pour un moindre mal. Mais juste non, il se dit que c'est quelque chose qui réglera demain. Parce que du coup, de manière très méthodique, voilà, c'est des cases à cocher en fait pour donner le change au reste de la société et des gens. Et donc du coup, là, la case à cocher, ça va être d'appeler son ex-femme pour parler du gamin. Il faut cocher les cases. Même si voilà, il essaye de prendre ça avec froideur, mais bon, Audrey, encore une fois, il a aucune animosité envers elle, donc c'est une case qu'il faut cocher, mais il veut bien faire quand même. donc tu vas te coucher? Oui, oui. Tu vas devoir me faire un jet pour ton désavantage. J'avais presque oublié que j'avais du PTSD. Un petit 11. Tu mets un moment, à t'endormir, tu tes questions qui se répercutent dans ta tête, les scènes de cette nuit, qui reviennent, le corps de Dinarov, les articulations d'Isaac qui s'explosent, au moment où tu les frappes de ta Rangers, les doigts balancés contre le mur, le son de la tempe, du garde qui s'explose contre la crosse, du fusil, la voix paniquée de Valentin à l'autre bout du téléphone, cet homme mystérieux que t'as vu près de la casse, dont tu t'expliques pas en fait qui il est et ce qu'il fait. De toute façon, le sommeil c'est peut-être pas vraiment une option pour toi, même après toutes ces années, et c'est toujours un petit peu une angoisse de t'endormir, puisque tu sais ce qui t'attend dans ton sommeil une fois sur deux. Mais malgré tout, en fait, tes yeux se ferment alors que tu repenses au regard de Dinarov, alors que tu t'approchais de son corps. Tu fermes les yeux, tu t'endors, et tu les rouvres, et la première chose qui te frappe, c'est un froid glacial qui t'enveloppe. Dans ton rêve, tu es nu. Tu comprends vaguement qu'en fait, t'es dans les cellules que tu avais découvertes avec ton équipe au palais toutes ces années auparavant. Il y a une odeur
une odeur de déjection, de crasse qui emplit l'atmosphère, mais tu es seul dans cette cellule. Il y a juste une plaque en verre, en double vitrage qui te fait face, et une profonde obscurité de l'autre côté. T'entends ces sons d'engrenage que tu entendais quand tu y étais qui se répercutent dans toute l'atmosphère, mais cette fois-ci tu les entends vraiment comme si t'étais entouré de rouages qui tournaient sur eux-mêmes et que tu étais dans une machine qui te compressait. T'as un sentiment profond de désespoir qui s'enfonce en toi. Au bout d'un long moment, en fait, tu vois que face à toi, en fait, ce que tu devines être l'obscurité, mais qui semble être un espèce de mur, en fait, qui s'abaisse, comme un rideau au théâtre, mais inversé, qui descend petit à petit pour découvrir un décor. Et ce que tu vois, en fait, c'est des étendues d'une eau rougeâtre, couleur rouille, qui s'étend à perte de vue. Et au centre de cette espèce de lac de rouille, de sang, t'arrives pas à savoir, tu vois une espèce d'amoncellement de tours blanches, lumineuses, qui envahissent l'espace. C'est une lumière aveuglante qui traverse les ténèbres et qui te rend aveugle un instant. Tu te retrouves à genoux tellement tu es perturbé par cette lumière. Le son des engrenages monte, 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 et tu te réveilles en sursaut. Tu ne réussiras pas à te rendormir de la nuit, et nous compterons pour la prochaine partie un malus de -1 général, jusqu'à ce que tu te rendormes et que tu puisses passer une vraie bonne nuit de sommeil. Il y a bien sûr cette vision de cette espèce de ville, tour, tu sais pas ce que c'est, va te hanter pendant un moment jusqu'à ce que tu retrouves le sommeil. Et c'est sur la vision d'un Léon seul, allongé sur son lit, couvert de sueur, le cœur battant, que nous terminons notre aventure. Vous venez d'écouter le second épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris, dans le rôle de Léon Castelli, Tommy the Cat et Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.